Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai placé une petite vidéo justement pour annoncer de parler des impôts. Je suis conscient qu'on est pas mal à la fin. On approche le 30 avril pour les impôts des particuliers, mais pas pour les entrepreneurs comme tels, qui peut aller jusqu'à la fin du mois de juin. En fait, cette vidéo-là est faite surtout pour les gens qui sont des nouveaux arrivants, pour plusieurs aussi de mes ex-étudiants, si on veut, qui arrivent au pays et qui ne savent pas trop comment le système fonctionne. Donc, j'ai voulu faire un petit résumé, tout simplement rapide, de c'est quoi notre système d'impôt, comment est-ce qu'il fonctionne et comment un petit peu tirer notre épingle du jeu avec ce système-là qu'on a ici, qui est à double palier bien entendu. Donc, j'espère que vous allez apprécier. Puis, je vais tenter aussi de donner des petits trucs de comment optimiser un remboursement ou une fois qu'on a le remboursement, comment optimiser un peu les revenus ou le rendement, si on veut. Donc, je vous partage ça dès maintenant. J'espère que vous voyez bien à l'écran. Je vais juste tasser cette petite fenêtre-là. OK, c'est parti. Donc, qu'est-ce que le système des impôts? La majorité des gens voient ça mal, les impôts. Donc, je ne dirais pas les mots qu'on dit souvent par rapport, que ça peut être les fonctionnaires, les ministres ou autres, je ne dirais pas ces mots-là dans la vidéo, mais les impôts est un excellent système. En fait, les impôts vont représenter la santé d'un pays. Bien entendu, comme dans beaucoup de pays, il y a de la fraude, que ce soit les ministres, les fonctionnaires, que ce soit les dépenses excessives et même abusives, ce qui fait que ça nous coûte très, très cher en impôts. Mais s'il n'y avait pas tout ça, les impôts est un très bon système parce que c'est comme une cagnotte, en fait, de prendre un petit peu d'argent de chacun des citoyens et citoyennes, de faire un pot avec et de redistribuer ensuite au système social. Donc, de pouvoir avoir des services, des routes et des CPE et plein de choses comme ça. Je pourrais vous dire qu'au Canada, on a un excellent système comparativement à d'autres pays. Peut-être pas le meilleur, mais un excellent système. Et au Québec, on est la province dans le Canada et même, je vous dirais, en Amérique du Nord, dans laquelle on a les meilleurs services au niveau des CPE. Peut-être pas des routes, là, je vous comprends, on ne rentrera pas là-dedans, sinon on va tomber en déroute, mais sérieusement, on a les CPE, notre système de retraite est un des meilleurs, en fait, c'est le meilleur en Amérique du Nord et un des meilleurs au monde. Notre filet social avec l'assurance emploi et le bien-être social est un des meilleurs aussi, en fait, en Amérique du Nord, même si c'est pas payant d'être là-dessus, mais c'est quand même un des meilleurs. Donc, c'est nos impôts à tout le monde qui paye tout ça. Donc, dans cette présentation-là, on va rentrer là-dedans, voir un peu c'est quoi, comment ça fonctionne. Je n'irai pas dans tous les détails parce qu'on finira pas et je ne connais pas tous les détails de toute façon. Je ne veux pas les connaître, honnêtement, ça ne m'intéresse pas de tous les connaître. Mais chaque citoyen, chaque citoyenne doit produire un rapport d'impôt. Qu'on ait fait de l'argent, qu'on n'en ait pas fait, qu'on en ait dépensé, chaque citoyen, citoyenne au Canada, en fait en Amérique du Nord, doit produire un rapport d'impôt, même s'il n'y a pas de remboursement, même s'il n'y a pas de revenus, même s'il n'y a rien de ça. Et c'est une question qui m'était souvent posée. Donc, oui, on doit produire un rapport d'impôt malgré tout. Les impôts datent depuis très, très, très longtemps. J'ai fait des petites recherches et ça fait quand même des millénaires que ça existe depuis. Bon, je me souviens pas, mais vous pourrez, en fait, ce PDF-là, je ne l'ai pas mis en présentation, je l'ai mis tout simplement en PDF. Vous allez pouvoir le télécharger si vous voulez à la fin de la présentation. Et quand vous allez cliquer ici sur le lien, ça va vous amener, mais c'est des milliers d'années avant notre ère depuis le temps que ça existe. Donc, c'est pas d'hier que ce système-là existe. En fait, c'est ça qui permettait de financer les projets d'une ville, d'offrir des services et d'avoir une qualité de vie au moins de base, d'avoir une meilleure qualité de vie. On le voit dans plusieurs pays d'Amérique du Sud où qui n'ont pas de système d'impôt comme tel, où il n'y a pas de taxes perçues. Je ne parle pas nécessairement des paradis fiscaux, mais certaines villes en Europe, mais surtout en Amérique du Sud, qui n'ont pas de système d'impôt. Et vous voyez quand vous voyagez dans cette ville-là, c'est assez délabré, c'est très pauvre et il n'y a pas vraiment de services offerts à la population.
Donc, qu'est-ce que les impôts permettent de subvenir, de payer? Mais tout ce qui est santé. Au Québec, on est chanceux d'une certaine façon. On a la carte Soleil. Donc, une partie de nos impôts paye pour ça. On a la sécurité, l'armée, les pompiers, la police. On a l'éducation. Donc, l'éducation au Québec est gratuite pour l'éducation de base et même l'éducation universitaire elle est payante, mais elle n'est pas si chère que ça si on compare à certaines universités américaines ou dans d'autres pays. Et toutes les infrastructures, les routes, les constructions, les ponts et tout ça, donc nos impôts servent à payer tout ça. Je pense qu'ils servent aussi à payer les caméras qui donnent des tickets. Ouais, j'aurais peut-être pas dû dire ça finalement. Donc, le système fiscal canadien, voici comment est-ce qu'il fonctionne. Donc, généralement, à partir entre janvier et la fin mars, généralement, les gens vont recevoir leur T4, leurs feuillets fiscaux de leurs emplois, de leurs revenus et tout ça, et aussi les acomptes provisionnels. Donc, les acomptes provisionnels, c'est 4 fois par année. Quand vous êtes en affaires, peu importe que vous soyez incorporé, enregistré ou autre, c'est de l'impôt que vous payez d'avance. Donc, quand vous êtes en affaires, une fois que vous avez atteint certains revenus, le gouvernement vous envoie des acomptes provisionnels. Donc, au lieu qu'à la fin de l'année, vous vous retrouvez à payer un 5, 10, 15, 20, 30 000 d'impôts ou moins, eh bien, vous pouvez les payer en partie pour ne pas payer de pénalités, de frais ni d'intérêts. C'est ça à quoi servent les acomptes provisionnels, peu importe votre forme juridique. C'est le mot que je cherchais tantôt. Avril, c'est la date limite pour produire un rapport d'impôt, mais je veux dire aux consommateurs. Donc, pour les gens qui ont un emploi, donc pour les gens salariés, donc dans lesquels vous avez en fait, votre employeur perçoit des DAS, donc des déductions à la source. Donc, l'impôt, le RRQ, les régimes de rente, RQAP, les assurances, assurance emploi, tout ça. Mai à juin, traitement des déclarations. Donc, généralement, les gens qui soumettent le rapport d'impôt euh, avant le 30 avril, bien, vous avez un remboursement assez rapide généralement. Et je vous dirais que, oui, vous allez dire, on peut dire que le gouvernement est avare d'une certaine façon, mais le gouvernement ici est quand même honnête. Si le gouvernement vous doit de l'argent, que ce soit fédéral ou provincial, il va vous rembourser. On pourrait en discuter longtemps sur certaines choses, mais généralement, si on vous doit de l'argent, le gouvernement va vous rembourser pour ça. Et l'été-automne, ben, remboursement des paiements dus, tout ça. Donc, si jamais vous produisez votre rapport d'impôt en retard, il est possible que si vous avez à payer de l'impôt, vous soyez imputable avec un taux d'intérêt qui peut aller jusqu'à 8 à partir du 30 avril. Donc, c'est préférable de produire que en fait, vos rapports d'impôt soient envoyés au 30 avril maximum pour éviter des frais d'intérêt inutiles. OK? Pour les entrepreneurs, peu importe, bon, ceux qui sont incorporés, les sociétés en non collectif, tout ça, ou les OBNL, les organismes à but non lucratif, ça va ou ça peut dépendre de votre année financière. Ceux qui sont travailleurs autonomes ou qui ont des petites entreprises, vous pouvez aller jusqu'au 15 ou au 30 juin. Je ne me souviens pas, je pense que ça peut aller jusqu'au 30 juin. Donc, il n'y a pas de rush, il n'y a pas de presse. Si vous êtes en couple, en famille, votre famille aussi, même s'ils sont salariés, ça peut aller jusqu'au 30 juin. Donc, il n'y a pas de problème avec ça, il n'y a pas de presse à ce niveau-là. Si vous avez un NEQ, donc un numéro d'entreprise du Québec. Déduction et crédit d'impôt. Ici, on fait une petite différence entre les deux. Donc, les déductions réduisent le revenu imposable. Donc, les déductions, ça peut être des dépenses, ça peut être l'abattement du Québec, ça peut être des choses auxquelles on a droit pour handicapés, pour veuves, veufs. Bon, il y a plein de déductions auxquelles les gens ont droit, déductions d'études, de plein de choses. Donc, ça réduit le revenu imposable. Donc, on va dire que vous faites 50, 60 000 par année. Vous seriez imposé sur 50 000, mais que là, vous auriez 10 000 de déduction, bien, vous seriez imposé sur 40 000 au lieu de 50 000. Donc, ça peut baisser votre niveau d'imposition à payer. Et en plus, si votre, on va dire, votre revenu annuel est plus bas, vous auriez droit à certains mêmes remboursements que normalement, si votre revenu dépasse 50, 60 ou 70 000,
Vous n'aurez pas les crédits pour la TPS, TVQ, les petits montants que le gouvernement donne ici et là pour se faire pardonner d'être votre premier ministre. Je suis un peu sarcastique, mais on va dire ça comme ça. Bien, les 400-500 pièces qu'ils vous envoient d'un côté puis de l'autre, bien, si vous faites plus que 60, 70 000 ou 100 000, généralement, vous n'aurez pas droit à ces montants-là. Mais en bas de ces montants-là, là, vous allez recevoir ça. Et vous avez aussi des crédits d'impôt qui diminuent l'impôt à payer. Ça peut être des dons de charité, ça peut être certaines dépenses liées, ça peut être des dons, euh, des, des dons planifiés, ça peut être d'autres types de déductions qu'on peut soumettre. Donc, vous allez pouvoir payer moins d'impôts, si on veut, dans ce sens-là. Je veux dire beaucoup de choses en même temps, mais j'y arrive pas. Donc, les déductions réduisent votre revenu imposable. On pourrait parler des cotisations REER, des frais de garde des enfants, les frais de déménagement. Ça peut être des frais de dépenses pour des personnes handicapées, d'emploi, des choses d'assurance. Ça peut être plusieurs choses. Et vous avez aussi les crédits d'impôt pour TPS, TVQ, solidarité, les frais médicaux et certains autres frais de santé ou autres. Les trucs et astuces pour réduire vos impôts. Cotiser à votre REER. Bon, on va dire que vous faites 50 000 par année, vous mettez 10 000 dans vos REER. C'est pas vrai, mais c'est le principe. Ben, c'est vrai, mais en même temps, c'est plus pour expliquer le principe. Donc, vous faites 50 000 par année, vous mettez 10 000 dans vos REER, vous allez être imposé sur 40 000 au lieu d'être imposé sur 50 000. Donc, ce qui veut dire, soit vous allez payer moins d'impôts, tout dépendant, soit vous allez recevoir un meilleur remboursement et en plus, si vous n'étiez pas éligible à certains remboursements comme TPS, TVQ ou autres ou rente de quelque chose, bien, vous pourriez devenir éligible. OK? Parce que votre revenu est plus bas à cause que vous avez cotisé à vos REER. OK? Ça peut être ça. Donc, c'est bien avant la fin du mois de février, généralement. Cette année, c'était le 3 mars de mémoire. Donc, de cotiser le maximum que vous pouvez à vos REER. Vous allez voir à l'endos de votre rapport d'impôt fédéral, là, vous avez le total sur lequel vous pouvez cotiser. Donc, pour baisser votre revenu, pour payer moins d'impôts ou pour avoir un meilleur remboursement. Donc, ça, c'est important si vous en avez la possibilité. Même chose pour le CELIAP. Si vous cotisez à votre CELIAP, que lui, c'est plus pour l'achat d'une propriété, de votre première propriété, ça aussi, vous avez des déductions d'impôts avec ça, un peu comme le REER. C'est un peu le même principe pour ça, sauf que si vous achetez une maison avec, vous n'avez pas à le rembourser comme avec le programme RAP si vous sortez vos REER pour faire un cash down pour une maison. Vous pouvez utiliser aussi le CELI. Bon, le CELI ne vous donnera pas de déduction d'impôt comme tel. Par contre, si vous avez beaucoup d'argent à la banque dans un compte non enregistré, ça peut être un compte d'investissement, de placement, un compte conjoint, un compte d'épargne, peu importe le type de compte, mais qui n'est pas enregistré. Donc, il n'est pas un REER, un CELI, un CELIAP, un compte de placement pour un REI pour un compte de régime d'épargne études, un REI pour les enfants ou un REI pour des comptes de régime d'invalidité ou autre, bien, vous allez payer de l'impôt sur les intérêts. Donc, on va dire que vous avez des centaines de milliers de dollars dans un compte qui va vous rapporter, on va dire, 10-15 000 dollars en intérêts, vous gagnez le gros lot. Les intérêts sont imposables. OK? Donc, si votre argent est dans un CELI, vous ne payerez pas les intérêts là-dessus. Donc, c'est une déduction. Bon, vous ne pouvez pas avoir 1 million dans un CELI nécessairement actuellement. Là, le quota, depuis que les CELI ont été, je vais vous le montrer tantôt, ont été mis en place par le gouvernement du Canada. Je pense que c'est 103 ou 104 000, on va le voir tantôt. OK? Mais quand même, l'argent que ce soit vos revenus en gains en capitaux, si vous jouez à la bourse, faites des choses comme ça, ou votre argent, vos intérêts, vos revenus d'intérêt, vous ne serez pas imposé sur ceux qui sont dans votre CELI. Faire des dons planifiés. Les dons planifiés, généralement, c'est des dons qu'on va donner une fois par année ou à une certaine fréquence pour des hôpitaux, pour des œuvres de charité. C'est des fois des dons qui sont même notariés. Donc, si ça peut être un legs, si vous mourrez dans votre testament, vous allez dire, ben, tout l'argent que j'ai, au lieu de la donner à ma famille, ou ça, je le verse à un organisme quelconque, je le verse à un hôpital quelconque ou à une fondation quelconque.
Ça aussi, vous allez avoir des déductions d'impôts pour ça. Il y a ce qu'on appelle aussi, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais le grossir un petit peu. Bon, juste pour être sûr, fractionner les revenus. Donc, si vous êtes en couple, marié, conjoint de fait, là, tout dépendant, vous pouvez fractionner vos revenus. Donc, ça veut dire qu'on peut aller chercher le REER du conjoint et fractionner les revenus. On peut comme couper en deux ou équilibrer les revenus de un et l'autre ensemble. Je ne veux pas rentrer là-dedans pour l'instant, mais comme je vous dis, si vous êtes en couple, marié, conjoint de fait, il y a possibilité d'amalgamer vos revenus, d'amalgamer ce que vous mettez dans vos REER pour équilibrer, pour pas qu'un paye trop d'impôts plus que l'autre, pour avoir un meilleur remboursement. Donc, c'est possible d'amalgamer les deux. Si vous avez un ou une comptable qui est fiscaliste de préférence, cette personne-là va tout vous expliquer en détail par rapport à votre situation. Euh, Si vous pouvez aussi créer une PME. Donc, vous pouvez partir une business. Ça peut être enregistré, ça peut être incorporé, ça peut. L'idée, c'est que si vous démarrez une business, tout dépendant de la forme juridique, vous pouvez y mettre toutes vos dépenses, que ce soit la maison, le téléphone, l'Internet, la voiture, les intérêts que vous payez. Il y a plein. Là, ça ouvre la porte à plein de possibilités. Donc, plus de dépenses que vous allez mettre dans votre rapport d'impôt, meilleur sera le remboursement généralement, ou vous allez payer moins d'impôts sur ce que vous auriez payé normalement. Si c'est une société, une incorporation de société, ce qui va arriver, c'est que votre société, elle, va payer ses propres impôts à un taux réduit entre 12 et 26 là, tout dépendant, c'est une charte provinciale, fédérale, tout ça. Mais quand même, vous allez payer moins d'impôts. Si vous êtes travailleur autonome, donc si vous vous enregistrez avec un NEQ sans être incorporé, vos revenus sont calculés au même titre que si vous aviez un emploi, un salaire. Donc, il n'y a pas de réduction d'impôt dans ce sens-là parce que vous restez une personne physique. Vous ne devenez pas une personne morale comme une incorporation. Mais quand même, vous pouvez mettre toutes vos dépenses. Donc, ça peut vraiment faire baisser le taux d'imposition auquel vous allez ou d'avoir vraiment un meilleur remboursement. Il y a toujours les paradis fiscaux, je vais en parler un petit peu tantôt. C'est légal, c'est pas illégal de mettre de l'argent dans un paradis fiscal comme tel. Ce qui est illégal, c'est de ne pas le dire au gouvernement. C'est le mensonge, c'est l'omission de dire, de cacher des choses. C'est plus ça qui est illégal. Puis il y a un certain quota aussi qu'on ne peut pas mettre à l'extérieur. Et une des raisons pourquoi ça nous coûte très cher dans notre société en impôts, c'est qu'il y a beaucoup de gens, on nommera pas non plus leur titre, qui mettent beaucoup d'argent dans les paradis fiscaux, donc qui évitent de payer de l'impôt ici. Donc, ça réduit les services, ça réduit la qualité des services. Et c'est la population qui va compenser, qui va payer en conséquence. Donc, ça aussi, c'est paradis fiscaux, ça peut être un mal pour un bien. Ça dépend comment est-ce qu'on les utilise. Sur quand vous avez envoyé votre rapport d'impôt, le gouvernement va vous renvoyer ce qu'on appelle vos avis de cotisation. À l'arrière, c'est mentionné combien que vous pouvez cotiser à votre CELI et à votre REER. Ou si vous êtes abonné à Mon Bureau, que ce soit l'ARC, l'Agence de revenus du Canada, ou le gouvernement du Québec, Revenu Québec, ça va vous dire combien vous pouvez cotiser dans vos comptes enregistrés. Donc, il y a un quota à ne pas dépasser. Ça va vous mentionner le montant à l'arrière. Je prendrai bien les questions, mais même si vous me posez des questions, je ne les entendrai pas. Mais ça me ferait plaisir d'y répondre par contre. Maximiser votre remboursement d'impôts. Donc, l'idéal, ça dépend là, si vous êtes une personne organisée ou pas. Je m'excuse, je vais prendre une petite gorgée de café avant qu'il soit trop froid. C'est bien important de s'organiser. Si vous n'êtes pas organisé, vos factures traînent partout, n'importe comment, vos papiers, puis que vous faites affaire avec un comptable, il ne vous aimera pas ou elle ne vous aimera pas et ça va vous coûter beaucoup plus cher parce que cette personne-là doit organiser vos papiers, vos choses, les types de dépenses ensemble, les types de revenus ensemble, les placements ensemble, tout ce qui est déductible, les dons de charité, et c'est beaucoup plus de travail. Donc, ça va vous coûter plus cher au bout de la ligne. C'est bien de tout organiser vos choses, que quand c'est le temps des impôts, bien, tout est déjà là, tout est déjà placé.
puis il vous reste juste à donner ça à votre comptable, ou si vous voulez le faire vous-même avec un logiciel, vous pouvez le faire vous-même. Ça va être même beaucoup plus simple pour vous, moins time consuming aussi, donc ça va vous prendre moins de temps pour le faire. Donc, je vous le conseille vivement, surtout si vous êtes une personne pas organisée dans ce sens-là. Et vérifiez vos déclarations, vérifiez qu'il n'y a pas d'erreur, vérifiez que les données sont bien rentrées. Quand vous allez recevoir vos avis de cotisation du gouvernement, revérifiez aussi si tout est correct. Vérifiez surtout votre nom, le nom complet, votre date de naissance, puis votre NAS, votre numéro d'assurance sociale, parce que souvent, s'il y a une erreur là, ça peut vraiment compliquer les choses et bonne chance si vous appelez au gouvernement. Vraiment, bonne chance. C'est comme, on dirait qu'ils ne veulent pas vous répondre. C'est comme, il faut les rejoindre par courriel ou autrement, mais c'est très, très difficile de les rejoindre quand vous avez besoin. OK? Et si vous le pouvez, si vous le voulez, prenez le dépôt direct. C'est beaucoup plus simple quand vous allez quand si vous faites vos transactions bancaires par Internet, que ce soit la caisse ou une banque, vous avez toujours une option avec votre compte pour recevoir les paiements directement, donc vos remboursements d'impôts directement dans votre compte au lieu de recevoir un chèque par la poste. Donc, profitez-en. C'est plus rapide et vous l'avez directement dans votre compte. Comment gérer et bien investir votre ou vos remboursements? Bon, bien entendu, si vous devez payer de l'impôt, c'est plate puis c'est dommage. OK? Dans ce sens-là, c'est vraiment plate et dommage. Là, j'espère que vous avez des économies de côté pour pouvoir les payer. Parce que si vous ne pouvez pas payer le montant réclamé, il va y avoir des frais d'intérêt, en fait. Pas nécessairement des pénalités, mais il va y avoir des frais d'intérêt. Et ça peut même se retrouver au recouvrement si vous ne payez pas à temps, faire baisser ensuite votre cote chez Equifax puis chez TransUnion. Et là, la roue, ça commence à tourner négativement. Donc, essayez toujours d'avoir un petit peu d'argent de côté en cas que vous auriez à payer de l'impôt. Euh, Par contre, si vous recevez un ou des remboursements, ça peut être bien de planifier. Si parfois vous aviez certaines dettes que vous voulez vous défaire, bien, euh, moi, je vous dirais, regardez les dettes qui vous coûtent le plus cher en intérêt. Des fois, c'est plus simple d'y aller le montant, de vraiment clairer un montant au complet, parce que quand ce montant-là est clairé, ben, ça vous en fait plus. Puis là, ben, vous pouvez clairer des autres petits montants. Généralement, on va y aller par le taux d'intérêt le plus haut, mais encore là, il faut calculer, voir c'est quoi qui est plus rentable. Y aller par le taux d'intérêt qu'on paye ou y aller par le montant global. Il y a un petit peu de calcul, il pourrait y avoir un petit peu de calcul à faire dans ce sens-là, mais l'idée, c'est de vous libérer de vos dettes. Si vos placements sont à la banque, que ce soit un REER, un CELI, un CELIAP, un machin chouette, un n'importe quoi, généralement, vos placements ne sont pas rentables. Sauf si vous avez des 100, 200, 300 000, ça peut être rentable, mais si vous avez des placements en bas de 100 000, peu importe le véhicule que vous utilisez de placement, vous êtes à 1, 2, 3 peut-être. Même les certificats de placement garanti, à court terme, ça peut être bon, ça peut être aidant, mais à long terme, c'est sûr que vous êtes perdant pour ça. Donc, ce qui va arriver, généralement, l'endettement, le taux d'intérêt pour les dettes, tout dépendant si c'est une carte de crédit, une marge, un prêt auto ou autre, généralement, le taux d'intérêt que vous payez est plus haut que le taux d'intérêt de votre placement. Donc, c'est pour ça qu'on va dire c'est mieux de clairer vos dettes, comme on dit en bon québécois, en premier, donc de rembourser vos dettes en premier, parce que le taux d'intérêt que vous payez est beaucoup plus haut que le taux d'intérêt que ça vous rapporte dans vos placements. Par contre, si vos placements sont dans des portefeuilles de placement, dans des maisons de placement, que vos placements vous rapportent entre 3 et 15 d'intérêt, c'est sûr que ça va varier, là, surtout avec tout ce qui se passe aux États-Unis avec la Chine, puis depuis l'élection de notre cher M. Trump. Encore là, je suis sarcastique. Euh, Ça va jouer beaucoup. Moi-même, dans mes placements, j'ai perdu 3 000 à 4 000. Bon, je vais les récupérer, c'est sûr. Il faut laisser là. Ça va se récupérer éventuellement. Mais c'est juste pour dire de comment ça joue. Ça peut jouer beaucoup. Mais si vos placements sont à, on va dire standards, entre 7 et 9 OK? Bien, souvent, vos dettes, tout dépendant, votre taux d'intérêt peut être plus bas. Donc, ça pourrait être judicieux de vous débarrasser de ce qui vous coûte le plus cher en taux d'intérêt de dette.
Mais les petites dettes, comme l'hypothèque de la maison, souvent, ça va être en bas de 5 généralement. OK? Ça va être entre 1 et 5 là, ça va rebaisser avec le temps. Donc, ça peut être plus judicieux de garder la maison pour le dessert, si on veut, de payer ce qui vous coûte plus que 10 d'intérêt en dette. Et si vos placements jouent dans les 7, 8, 9, 10 ben, de continuer à les laisser là puis clairer la maison plus tard. Ça peut être une discussion qu'on pourra avoir peut-être plus tard ou dans une prochaine vidéo que je vais produire. Donc, l'idée, rembourser vos dettes qui coûtent cher. Si vous avez un fonds d'urgence, un petit placement, mettez-le là. Moi, j'utilise Tangerine. Il y a d'autres banques aussi en ligne qui donnent des bons taux d'intérêt, 3 ou 4 puis c'est bien, c'est généralement des bons rendements sans que ce soit un placement dans des fonds d'action, des fonds d'obligation, dans un portefeuille quelconque ou des fonds négociés en bourse, là, tout dépendant. Et sinon, bien, investissez-le. Si vous n'avez pas de dette, c'est merveilleux. Investissez-le, payez-vous la traite, faites quelque chose ou placez-le dans un placement quelconque qui va vraiment vous rapporter. Mais pas à la banque, s'il vous plaît. Laissez pas votre argent à la banque. Je ne suis pas gentil, là, s'il y a des banquiers parmi vous qui écoutent la vidéo, vous ne m'aimerez pas beaucoup, mais vous savez très bien si vous êtes banquier comment ça se passe. OK? Entre nous. On ne dira pas à tout le monde. OK? Conclusion et ressources utiles. OK. Il y a les guides officiels pour les impôts au Québec et au Canada. Il y a toujours des comptables qui peuvent vous informer. Le site web de l'ARC, de l'Agence de revenus du Canada et de Revenu Québec sont très, très bien documentés. Les sites de vos banques, de vos caisses, de l'Autorité des marchés financiers, de l'AMF, du CSF sont très, très bien. Ils vont donner une très bonne documentation là-dessus aussi, si vous voulez connaître et comprendre comment fonctionne. Vous avez les logiciels. Le logiciel, tout dépend. Moi, je n'ai jamais utilisé de logiciel. Moi, c'est toujours mon comptable là, qui fait mes impôts, les impôts familiales aussi depuis des années. Mais lui, c'est sûr, lui ou elle peut répondre à vos questions 100%. Mais les logiciels, généralement, vont être placés en conséquence pour équilibrer les choses. Par contre, le logiciel n'est pas fiscaliste. Donc, si vous avez des placements, certaines dépenses, vous êtes en affaires, c'est quand même préférable de faire affaire avec un comptable fiscaliste parce que il y a des déductions puis il y a des façons de placer les montants dans certaines cases qui vont faire que vous allez avoir un meilleur remboursement que le logiciel ne vous dira pas nécessairement. OK? POP, c'est pas malhonnête, c'est juste que le logiciel n'est pas fiscaliste. C'est juste pour ça. OK? Les références pratiques, on va terminer avec ça. Donc, je vous ai mis les tables, je ne cliquerai pas sur le lien, je vais cliquer peut-être sur un ou deux ici. Donc, les tables d'impôts canadiens. Donc, comment ça fonctionne. Je ne suis pas rentré dans les détails là, de euh, les, j'oublie le terme, là, mais les différents paliers d'imposition, vous allez pouvoir le consulter ici en cliquant sur le lien. Euh, je vais peut-être le faire dans une autre présentation. Donc, prendre notre système puis de dire, OK, si vous faites en temps et temps, voici combien vous allez payer. Et si vous dépassez un excédent, bien là, vous allez l'excédent de votre revenu, vous allez payer un certain montant supplémentaire. OK? Mais vous pourrez cliquer sur le lien et aller voir comment ça fonctionne. OK? Je vous ai mis ici un lien sur le calcul de l'impôt à payer, juste pour vous donner une idée. Donc, vous allez pouvoir sélectionner une province, selon le cas. OK? La bonne année. Vous allez mettre votre revenu d'emploi. OK? Bon, peu importe, là. Vos revenus d'intérêt, si vous avez des revenus d'intérêt, on va dire que, je ne sais pas, vous avez beaucoup d'argent, puis vous avez fait un 5 500 en intérêt. Si vous êtes en affaires, il se peut que vous ayez des dividendes. Donc, des discussions aussi. Puis si vous avez fait un petit peu de crypto, joué à la bourse un peu, tout ça, du trading ou du day trading, gain en capitaux. Si vous faites de l'immobilier, que vous avez vendu de l'immobilier, vous avez fait un certain gain en capital, dont lequel va être imposé entre 50 et 62-63 là. Je pense que la loi est passée, donc vous allez quand même payer de l'impôt là-dessus. Puis, tout dépendant quand vous avez fait vos gains en capital, et là, tout dépendant combien vous avez payé d'impôts. Donc, vous pouvez jouer avec ça, OK? Faire des simulations et vous allez pouvoir calculer, selon le cas, le remboursement, combien vous allez devoir à notre cher gouvernement. OK?
Et avec l'impôt à payer d'un côté ici, les économies d'impôt au niveau du REER, OK? Selon le cas, si vous avez cotisé un CELIAP, et là, ça va vous dire ici, votre taux d'impôt moyen est de 36%, et voici, ici. OK? Donc, ça peut être intéressant si vous voulez savoir d'avance combien ça va vous coûter pour éviter une mauvaise surprise. J'ai un petit peu mal fait mon choix, je n'ai pas mis pour que ça rouvre dans une autre page. Vous avez ici le calcul pour cotiser votre cotisation maximale à un CELI. OK? Très intéressant, surtout quand vous dites ah, ben, je veux mettre de l'argent dans mon CELI, je ne veux pas dépasser le quota annuel. Je pense que cette année, c'est 8 000. Donc, si vous, si vous êtes né en, on va dire, en 1991 et vous avez eu 18 ans en 2009 ou peu importe, OK? Ça, on va vous demander combien vous avez cotisé jusqu'à maintenant. Peut-être que vous n'avez jamais cotisé. OK? Donc, vous n'avez peut-être jamais cotisé, tout dépendant de votre année. Regardez, je vais mettre mon année à moi, 67. OK? Moi, je suis né en 67. J'ai eu 18 ans en 80. Oh là là, ça me rappelle des souvenirs. Donc, 1985, le secondaire, tout le kit, mais on n'ira pas là. Donc, on va dire que j'ai jamais contribué à un CELI. OK? Ça, c'est Tax Free Saving Account. OK? Si jamais vous demandez ce que l'acronyme veut dire, Tax Free Saving Account. Euh, Combien vous avez retiré d'un CELI, mais là, vous n'avez pas cotisé, donc vous n'avez pas retiré. Et combien que vous auriez retiré ici à partir de 2025. Donc, techniquement, si c'est rien passé, OK, puis que vous ouvrez votre CELI là, vous pourriez cotiser sans être pénalisé, OK, jusqu'à 102 000, puis pour 2026, jusqu'à 109 000. OK? Donc, ça vous donne quand même une bonne idée. OK? Si vous dites, ben là, moi, j'ai contribué à mon CELI, bon, j'ai mis ça. J'en ai retiré un petit peu en 2025, j'ai retiré ça. Bien, là, ça va vous dire le montant auquel, jusqu'à quel montant vous pouvez cotiser. OK? Donc, je ne vais pas faire tous les scénarios là, ça va être trop long, mais ça vous donne quand même une bonne idée parce que si vous cotisez trop à votre CELI, vous allez avoir une pénalité de, je pense que c'est 1% par tranche de 1 000 là, je me souviens pas par cœur, je n'ai pas regardé avant de produire la vidéo, mais il y a une pénalité. OK? Calcul de vos placements, ça peut être intéressant pour vous. Je vais juste le refaire. Calcul de vos placements ici. Moi, je vous conseille de regarder ça. Si vous avez un petit peu d'argent de côté, si vous avez de l'argent qui traîne à la banque dans un compte normal, puis que vous perdez de l'argent parce qu'il est dans un compte normal, on va dire que faites un placement de 30 000. On va dire 30 000, puis que à chaque mois, OK, vous mettez, on va dire 500 dollars. OK? Euh, je vais le mettre ici à, tiens, je vais être gentil, je vais être généreux, je vais le mettre à 2%. Votre argent est à la banque, la caisse, peu importe. OK? Calcul des intérêts, bon, on va le laisser une fois par mois. On va dire souvent, ça va être 2 fois par année, une fois par année. Faites attention avec les certificats de placement garanti. Il faut lire la petite étoile parce que le taux d'intérêt qui vous mentionne souvent, c'est pour l'année. C'est pas payé à chaque mois, c'est pour l'année. Fait que ça donne ce que ça donne. OK? Puis on va dire que vous le placez pour 10 ans. Puis on va calculer. Donc, la valeur de mon placement arriverait au bout de 10 ans. OK? Donc, dans ce scénario-là, au bout de 10 ans, j'aurais presque 103 000 d'accumulé. J'aurais fait environ 12 000 en intérêt. Donc, on souhaite que ce soit dans un CELI pour ne pas payer de l'impôt là-dessus. OK? Mais imaginez, retenez les intérêts ici, 12 900. On va dire 13 000. Donc, retenez 103 000, puis retenez 13 000. Euh, Excusez-moi, c'est parce que je pensais à d'autres choses en même temps, là. Mon esprit est parti ailleurs. Je ne devrais pas faire ça pendant que je fais une vidéo. Donc, on va le mettre à 8%. Placement nominal dans toute bonne maison de placement avec un placement standard, là, si on veut.
OK? Bien entendu, c'est souvent en dents de scie, là. Ça peut donner 8 un bout, après ça tombe, après ça peut monter à 11, ça peut rebaisser à 3, 4. C'est volatile, là, bien entendu. Donc, on laisse les mêmes choses pareilles, on met ça à 8. On va le recalculer. Regardez la différence. OK? Donc, on est rendu à 158 000, on est rendu à 68 000. Donc, vous voyez tout de suite la différence. OK? Pour le même montant d'argent, la même fréquence, le même calcul, c'est juste qu'on a changé le taux d'intérêt ici. C'est ce qui fait toute la différence. OK? Donc, si vous êtes jeune, je parle d'une vingtaine d'années, trentaine d'années, vous avez encore beaucoup de temps devant vous. Donc, vous pourrez, pour votre retraite, vous ramasser peut-être 1 ou 2 millions si votre argent est bien placé. Quand on est rendu à mon âge ou qu'on est rendu un peu plus vieux, on a beaucoup moins de temps. Donc, c'est très bien comme ça, mais il y a d'autres façons aussi d'y arriver. Mais si vous êtes jeune, profitez-en. C'est ce que je dis beaucoup à ce que je disais à mes ex-étudiants, si on veut. Profitez-en dans la vingtaine, c'est le temps de placer votre argent. Et ça, je n'irai pas ici. Donc, ici, les impôts en bref, Radio-Canada. Donc, je pense que c'est une vidéo. Je ne me souviens pas. Non, c'est pas une vidéo. Je pense que c'est seulement c'est seulement un article. Donc, ici, on explique ici les impôts, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, tout ça, comment est-ce que c'est géré ici. Donc, c'est quand même, si le sujet vous intéresse, ça peut être quand même intéressant à lire. Et les paradis fiscaux. Donc, ça explique c'est quoi, sont où les paradis fiscaux, comment ça fonctionne, c'est quoi qui est légal, c'est quoi qui n'est pas légal. Donc, si vous avez beaucoup d'argent, bien, vous avez le droit de placer votre argent dans d'autres pays, mais il y a des règles à suivre pour rester légal. Donc, j'espère que ça a pu répondre à plusieurs de vos questions. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit, bien, vous pouvez les écrire dans le chat. Je vais y répondre éventuellement. Et sur ce, bien, je vous dis bonne soirée, puis à une prochaine.